Méthodologie philosophique. A. Remarque générale. La dissertation ou le commentaire doit être l'expression même ou le signe d'une authentique recherche philosophique. Il faut savoir faire une introduction, dégager le sens de la question, indiquer comment on en conçoit là où il est possible de tentatives de résolution, indiquer quelle problématique est adoptée, quel est l'enjeu de cette problématique, il faut veiller à la cohérence du propos, indiquer et marquer nettement son intention. Deux problèmes de méthode semblent s'imposer si on accepte au moins deux limites à la méthode et à son efficacité. A. Elle ne peut remplacer le savoir. Elle se situe en amont de son acquisition, comment apprendre, et en aval de son acquisition, comment exploiter l'acquis. B. Elle n'a pas d'efficacité immédiate. Il faut prendre une ferme et constante résolution, dit Descartes, de ne manquer pas une seule fois à observer les règles de la méthode. Il faut toujours s'exercer en la méthode, comme on se l'est prescrite, afin de s'y affermir de plus en plus, dit-il dans la deuxième partie du discours de la méthode. Les préceptes de la méthode sont à méditer et à intégrer. D'autre part, la méthode suppose une situation qui manifeste la nécessité de son exigence. Voyons maintenant la première partie du discours de la méthode de Descartes. Le bon sens, dit-il, est la chose du monde la mieux partagée, ce qui est une information plutôt optimiste. Mais en un autre sens, l'ensemble des savoirs humains ne satisfait pas au désir extrême d'apprendre à distinguer le vrai d'avec le faux pour voir clair en nos actions et marcher avec assurance en cette vie. Autrement dit, ce qui rend nécessaire la méthode, ce n'est rien d'autre que cet écart entre la présence universelle d'un bon sens ou raison et cette absence de certitude, de résultat. C'est comme si nous avions de bonnes machines, mais de mauvais produits. Il manque le mode d'emploi. Alors, des conseils de lecture. D'abord, il faut lire des manuels de philosophie, comme le Hubert Grenier, la connaissance philosophique, ou de la philosophie de Gourina. Du point de vue du style, de l'ascèse de l'écrivain qui, chaque jour, va tenter de formuler ses idées, ou ses humeurs, ou ses paysages, états d'âme de telle situation, nous conseillons la lecture des textes d'Alain et de Valéry, des propos d'Alain ou des cahiers de Valéry. Puis il faut être familier avec une grande philosophie. Il faut essayer de voir le sujet ainsi qu'au premier jour, de manière assez phénoménologique, ainsi qu'un nouveau-né. Il faut avoir ainsi, pour retrouver cette innocence naïve et cette puissance d'étonnement, il faut avoir les qualités du génie selon Kant, mais aussi du savant. Être original et exemplaire, et être parfaitement compréhensible par un entendement qui ne sait rien mais qui peut tout comprendre. Le bon candidat, autrement dit, emprunte au génie deux caractères, l'originalité et l'exemplarité, mais il doit aussi emprunter au savant cette capacité à expliquer constamment sa démarche, à en rendre raison, à ménager les transitions d'une idée à une autre selon les chaînes d'une argumentation, puisque apprendre et découvrir procèdent de la même faculté, à savoir la raison. Il faut considérer que rien de ce que l'on pose ou propose ne va de soi. C'est l'exercice du doute, de l'époqué, de la suspension de nos certitudes et de nos jugements sur le monde, comme on dirait en phénoménologie. Il faut essayer de sortir de la familiarité que l'on entretient avec sa propre pensée. Il faut ainsi veiller aux éventuelles difficultés que va rencontrer l'entendement d'autrui de saisir votre pensée. Ce point est un impératif catégorique. Et il est vrai que c'est aussi une des difficultés de l'enseignement de comprendre pourquoi les élèves ne peuvent pas tout comprendre tout de suite. Il faut penser que le plus haut niveau d'une pensée
n'est jamais fait que d'idées claires et distinctes, en d'autres termes d'idées simples. L'exercice de la leçon, c'est un peu comme de l'alpinisme. L'essentiel, c'est d'arriver tout en haut en considérant que dans le groupe classe, il n'y a qu'un alpiniste, il faut monter et faire monter les autres, selon les principes d'une dialectique ascendante. Il faut amener progressivement, patiemment, par degrés, le lecteur-auditeur à saisir l'intérêt de sa propre pensée. C'est-à-dire essentiellement l'intérêt que représente un détour par la philosophie, les philosophes et les grandes œuvres. Il faut imposer qu'un détour est nécessaire par la République de Platon, par les méditations métaphysiques de Descartes, par la critique de la raison pure de Kant, la phénoménologie de l'esprit de Hegel ou être temps de Heidegger. Il faut imposer l'intérêt de ce détour, le faire briller, et c'est bien la fonction essentielle de la problématique, montrer qu'un détour s'impose. Ainsi, rien ne va de soi, et c'est une idée philosophique sans doute très forte et très féconde que de constamment s'interroger sur la validité des raisons qui amènent ou ont amené la philosophie à s'intéresser à tel problème ou à s'intéresser à telle question. Il y a deux choses qui doivent être pensées en même temps et qu'il est difficile de conjuguer. Les grands problèmes pour les rues, et puis bien peu réussissent à voir un problème dans les réalités que nous vivons et auxquelles nous sommes habitués. L'œil n'est pas accommodé pour une telle perception. Alors, les grands problèmes philosophiques vont pour tous et inaperçus que par le philosophe. Il n'y a pas que des problèmes philosophiques, comme le montre Aristote. Il y a des problèmes logiques. Est-ce la même science qui connaît les contraires ou non? Il y a des problèmes physiques. Est-ce que le monde est éternel ou non? Il y a des problèmes éthiques. Est-ce qu'il faut plutôt obéir à ses parents qu'aux lois s'ils rentrent en contradiction? Pour le troisième, c'est le problème d'Antigone, qui n'est pas directement philosophique. Il est posé en dehors de la philosophie puisqu'on le trouve dans la tragédie grecque. Et il peut être repris dans la philosophie sous la forme de la question traditionnelle du conflit des devoirs. La question 2, de savoir si le monde a un commencement ou non dans l'espace et dans le temps, est susceptible d'être reprise en forme de problème métaphysique, donc proprement philosophique, et c'est historiquement un problème de physique, et aujourd'hui c'est aussi celui des astronomes et des astrophysiciens. Quant au premier problème, qui est un problème logique, il devient pour nous un problème épistémologique. Il n'est pas sûr d'avance que l'épistémologie, la discipline qui élabore et examine les problèmes que la science pose à elle-même, soit une partie de la philosophie et non une science ou une discipline historique. Il y a certes en général une tradition philosophique qui a traité de ces problèmes, mais elle n'est jamais la seule. Il faut penser donc aux limites propres de l'écriture et de la parole dans le dialogue du Phèdre de Platon. L'écriture ne peut retenir aucune connaissance, aucun enseignement clair et durable. L'auteur ne laisse rien ou pas grand-chose en laissant des écrits, et le lecteur se trompe en s'imaginant apprendre quelque chose et en lisant des livres. C'est la thèse de Platon. Un livre, c'est un aide-mémoire qui rappelle à celui qui les connaît déjà les choses traitées dans le livre. Un livre, c'est tout au plus quelque chose qui nous rafraîchit la mémoire. Plus précisément pour nous, si l'on peut attendre d'un écrit qu'une occasion de se remémorer, c'est que l'écriture ressemble beaucoup à la peinture. L'une comme l'autre ne parle pas. Les peintures paraissent vivantes, mais si on leur pose une question, elles gardent gravement et dignement le silence. La peinture est par sa nature une mutilation du vivant et lui ôte la parole. Il en va de même pour l'écriture, pour les discours écrits. On pourrait croire qu'ils parlent comme des êtres sensés, mais si on les interroge avec l'intention de comprendre ce qu'ils disent, ils se bornent à signifier une seule et même chose, toujours la même chose. L'écriture est à la pensée ce que le perroquet est à la parole. L'écriture est donc à la pensée vive, à la parole vive, ce que la peinture est au vivant, une mutilation. Un discours écrit perd sa vie, qui est pourtant l'essence même du discours. Le propre de la lettre
et d'être lettre morte. Le livre est donc le contraire du dialogue. Il est sans destinataire assignable, il est sans défense. L'écrit est inerte, sans défense, il n'est que l'image, le simulacre, la contrefaçon du vrai discours, qui est le dialogue. Alors comment s'en sortir? En revenant à nos exercices scolaires, eh bien, savoir dialoguer avec soi-même et faire en sorte que sa dissertation ou son commentaire soit l'image la plus fidèle de ce dialogue intérieur, de ce dialogue vivant, où l'on doit être à la fois le professeur et l'élève, l'étudiant et le maître, le candidat et le correcteur. Ce que l'on peut, dans les limites indiquées ci-dessus, nommer un travail authentique, on dirait qu'il va parler, il est vivant, c'est-à-dire qu'il déclenche dans l'esprit du lecteur un dialogue, un moment de bonheur. Il faut anticiper les objections, les questions, les controverses. Il faut se faire le contradicteur de ses propres pensées. Il faut être multiple et non pas linéaire. La bonne copie est une copie inquiète, une inquiétude qui n'autorise pas le repos de l'interrogation, qui trouve dans sa tension interne les causes et les motifs de son développement et de son rebondissement, toujours surprenant. La problématique n'est au fond rien d'autre que cela. Faire dérailler ce qui semble être soi, c'est aussi l'image de l'immobilisation et du poisson torpillant et torpillé de Socrate. Conclusion partielle. Savoir lorsqu'on est en train d'écrire, se lire. Savoir lorsqu'on est en train de parler, s'entendre. Savoir s'écouter parler, ce n'est rien d'autre que penser tout en parlant à ceux qui vous écoutent. Et c'est bien là ce que l'on nomme maîtriser sa parole, être maître de sa parole. Penser n'est rien d'autre que cela, comme le disait Platon, ce dialogue de l'âme avec elle-même. La naissance est une expérience fondatrice. Méthodologie philosophique. B. Remarque sur la dissertation. 1. La question du sens. Le sujet, quelle que soit sa forme, doit se considérer comme une énigme, au sens où il s'agit de l'énoncé, d'une parole au sens linguistique, un acte individuel de sélection de signes, se combinant selon des règles que l'énoncé performe, actualise, un énoncé sans sujet, qui parle, qui pose cette question, sans destinataire précis à des étudiants en philosophie, mais aussi à des personnes, et la plupart du temps sans contexte psychique. De là, les difficultés de l'étudiant qui veut lire le sujet, qui veut en saisir le sens. Première distinction. La signification d'une unité linguistique, c'est son signifié. Son sens, c'est la valeur précise qu'acquiert ce signifié abstrait dans un contexte unique. Les 5 mots unité linguistique qui forment l'ensemble de phrases « je viendrai jeudi prochain » ont chacun un signifié stable en français. L'ensemble de ces signifiés prend dans cet exemple un sens différent à chaque nouvelle utilisation, suivant qui est je et suivant la date. Si c'est Pierre qui les prononce le mardi 19 août, cette phrase n'aura pas le même sens que si c'est Antoine qui la prononce le lundi 6 septembre. Donc, à signification signifiée identique, sens différent. Hypothèse 1. Il y a une première façon d'envisager ce qu'est problématisé et quelle est la fonction d'introduction, montrer qu'à partir d'une signification constante, d'un signifié permanent, qu'il faut en toute chose dégager en introduction, il y a, selon les contextes théoriques et la variation, une pluralité de sens et interroger la possibilité de l'unité éventuelle des sens. N'y aurait-il pas comme une sorte de super-signification qui engloberait la pluralité des sens? Deuxième distinction. La signification d'une unité linguistique, c'est son signifié, défini comme ce que l'on conçoit à l'entente d'un signifiant. La signification a donc une relation
et donc une relation entre signifiant et signifié. La signification est donc strictement liée à la partie. Un mot a une signification. À la langue, la signification est lexicale. Elle est donnée dans un dictionnaire. Le sens, c'est alors ce qui se construit, et non pas donné, comme ce qu'il faut entendre face à un discours, à une parole, opposée à une langue dans sa totalité, opposée à la partie qu'est le mot. L'opposition signification-sens explique et recoupe l'opposition analyse-synthèse. Hypothèse 2. Problématiser, c'est alors faire jouer les significations d'une façon telle qu'il y ait plusieurs sens possibles. Ainsi, le sujet, peut-on parler pour ne rien dire, aura un sens différent selon que l'on attribue au terme pour la valeur de en vue de, la question est alors de savoir si on peut utiliser la parole en vue de cacher un silence, ou la valeur de à la place de. Dans ce cas, la question est de savoir si des quantités de paroles peuvent ne former que du bavardage. Ainsi, faire varier le pour, c'est faire varier le sens en conséquence. D'une part, une réflexion sur la fonction divertissante de la parole, d'autre part, une réflexion sur la vanité de la parole. À partir de cette variation autour du pour s'engage une double réflexion sur la différence entre ne rien dire et non-sens, absurdité, et sur la différence entre parole et dire. À cela s'ajoute évidemment une autre variation, celle classique du verbe pouvoir, qui appelle tantôt à s'interroger sur la capacité et tantôt sur l'autorisation. Problématiser, c'est alors laisser se développer les sens possibles en laissant jouer les significations. Il faut analyser toujours et synthétiser souvent. Le rapport analyse-synthèse se retrouve dans le jeu entre expression toute faite de la langue courante, parler pour ne rien dire, et expression en fait problématique à qui veut l'analyser. De là naissent une série de problèmes quand on veut synthétiser. Le problème est un arrêt de la pensée, une époquée. La question reste, dans l'ensemble des sens possibles, lequel choisir? Un sens de tous les sens possibles. Problématiser, est-ce chercher le sens des sens? Le sens de l'existence d'une pluralité de sens. Mais comment savoir quel est le bon sens? La dissertation philosophique est proche de l'humour, du jeu de mots, comme une façon de découper dans la chaîne parlée des différentes unités. Le nœud de la dissertation est cette tentative de synthétiser des sens ou un sens. La fonction de la rhétorique y contribue-t-elle? Troisième distinction. Comment choisir entre tous les sens le bon sens? Comment trancher dans l'équivocité? Que nous disent les linguistes? Détour par la théorie contextuelle du sens. Un mot n'a aucun sens hors des contextes où il apparaît. Hypothèse 3. Problématiser alors, c'est trouver, faire varier le sens en faisant varier les contextes. Théorique ici. Ainsi, le sujet, l'existence des lois est-elle une contradiction de la liberté? Selon que l'on a une réflexion physique, théologique, psychologique, juridique, politique, l'intitulé aura des sens différents. Ce qui caractérise un sujet de philosophie, c'est son ouverture potentielle. Problématiser, c'est ouvrir en variant les contextes. Par là aussi se comprennent les sujets jumeaux, événements et phénomènes, désirer et vouloir, croyance et foi, etc. Dans le langage courant, on utilise indistinctement ces termes, mais la réflexion philosophique est aussi une sorte de purisme lexical. C'est montrer qu'il n'y a pas de synonyme absolu, d'où une sensibilité à la langue. Dans l'ensemble des situations contextes, il y a l'intention. En effet, il faut toujours se demander pourquoi ce sujet plutôt qu'un autre. À quoi veut-on nous faire réfléchir? Pourquoi cette formulation plutôt qu'une autre? À quoi sert la famille et quelle est la fonction de la cellule familiale? Ce sont deux sujets très proches mais très différents. Et il faut s'interroger aussi sur ce que vise le sujet comme topic philosophique, comme thème d'un horizon de langage. C. Remarque sur le commentaire. Commenter, c'est parler sur la pensée des autres. C'est chercher à dire ce qu'ils ont dit. C'est une analyse du signifié. Dans sa préface à la naissance de la clinique, Michel Foucault nous dit que commenter,
c'est avant tout un acte de compréhension, comme saisi d'un sens, grâce à une série d'opérations complexes, à propos desquelles on a fait plus haut quelques remarques sur les rapports entre sens et problématisation. Il y a une forme d'humilité dans tout commentaire. La possibilité et la nécessité d'une critique sont liées de nos jours au fait qu'il y ait du langage, et dans les paroles sans nombre prononcées par les hommes, qu'elles soient raisonnables ou insensées, démonstratives ou poétiques, un sens a pris corps qui nous surplombe. Il conduit notre aveuglement et attend dans l'obscurité notre prise de conscience pour venir à jour et se mettre à parler. Ce qui parle à travers moi, c'est un sens qui me dépasse et m'organise. Le sens est premier, je suis second et à son service. Commenter, c'est avant tout donner la parole au texte comme sens transcendant qui nous surplombe. On peut appliquer tout cela au commentaire de texte. Nous sommes voués historiquement à l'histoire, dit Michel Foucault, à la patiente construction de discours sur le discours, à la tâche d'entendre ce qui a été dit. Il y a de la soumission dans tout commentaire. Il ne s'agit jamais que d'une réactualisation, qui est aussi une réappropriation. Entendre à nouveau ce qui a été dit, l'entendre, c'est-à-dire le redire, mais en le redisant, en énonçant ce qui a été dit, de redire ce qui n'a jamais été prononcé, quelque chose d'inouï. Il y a un aspect de respect et de renouvellement. Tout discours écrit est comme silencieux à lui-même, il ne parle pas, sauf si on interroge et que l'on fait des réponses. Il y a une attitude ambiguë du commentateur face au texte. Il faut interroger le texte sur ce qu'il dit et sur ce qu'il a voulu dire. Tout texte est à considérer comme ayant un double fond. Ce qui est dit, quel est son sens, partir de la lettre, la faire parler par des procédures diverses, et ce qu'il a voulu dire, quel est le contenu, partir de l'œuvre, du système, le faire parler pour comprendre le passage d'extrait. Tantôt, il faut considérer le texte comme une parole sans contexte, un message dans une bouteille, partir donc de la lettre sans préjuger de rien, c'est le point de départ, et tantôt considérer le texte comme une parole échantillon d'une langue qui est le système de l'auteur avec son lexique propre, son vocabulaire, sa rhétorique. Ainsi, problématiser un texte, eh bien, c'est repérer des contradictions, souvent apparentes, entre l'extrait et le système, entre la lettre dans sa particularité et le système comme esprit. Étrange attitude du commentateur à l'égard du langage, considérer que le texte signifie tantôt par le signifié et tantôt par le signifiant. En effet, commenter, c'est admettre par définition un excès du signifié sur le signifiant. On a l'impression que le langage a trahi la pensée, que la pensée reste dans l'ombre, qu'il y a un résidu. Commenter, c'est faire sortir ce qui demeure secret du fait de l'inadéquation supposée de la langue à la pensée. Mais où trouver la trace de cette pensée? Dans le texte lui-même. Jouer du signifié contre le signifiant. Mais commenter, c'est aussi penser ce non-dit, ce non-parlé, cet implicite dans la parole. Il y a commentaire si l'on pense que le signifiant est doté d'une surabondance, d'un excès qui lui est propre, et qu'en interrogeant le signifiant, on peut donner par notre parole qui commente la parole à ce contenu qui n'était pas directement et explicitement signifié. Il faut donc jouer du signifiant contre le signifié. Commenter, c'est donc inventer un lien complexe, non simple, non continu, discret, brisé, un trait problématique entre le signifiant et le signifié. Les supposés quasi autonomes, ce qui contrevient à leur définition même, supposer qu'il y a du dit sans intention, de la lettre sans esprit, et qu'il y a de l'intention sans dit, de l'esprit sans lettre. Le signifiant, d'autre part, tout en traduisant, cache et laisse du signifié dans la réserve. Le signifié, quant à lui, ne se dévoile que par l'intermédiaire d'un signifiant matériel, visible et lourd, qui est lui-même engagé, chargé d'un sens qu'il ne maîtrise pas. Le commentaire repose sur le postulat classique que la parole est un acte de traduction, donc de trahison, que c'est un acte d'expression et que c'est de là que la pensée se joint aux mots.
Les mots sont comme les images de la pensée, ils la montrent, mais ils la cachent. Nous ne sommes pas des anges, on doit passer par la matérialité du corps pour atteindre l'esprit. C'est le drame, la dramatique propre de la pensée qui produit la nécessité du texte. Il y a donc un rapport du commentaire à l'exégèse biblique qui écoute le logos, le verbe de Dieu, toujours secret, toujours au-delà de lui-même, à travers ce qui l'indique, le manifeste et le révèle, à savoir les interdits, les symboles, les images sensibles, à travers tout l'appareil de la révélation. Les remarques que nous venons d'énoncer, qui indiquent l'esprit du commentaire du texte, doivent être complétées par une liste de quelques risques qu'il faut éviter. Il faut éviter la paraphrase, la conception du commentaire qui est en fait une sorte de rumination de termes ou de problèmes qui ne font pas question. Alors que commenter, c'est une activité. Le commentaire fait parler le texte, il l'interroge, il le problématise. Il ne le considère comme une réponse que dans la mesure où il a mis en lumière les questions auxquelles il est censé répondre. Il faut problématiser le texte. Risque 2, la variation sur le thème majeur. De traiter l'explication du texte comme une dissertation sur le thème majeur du texte. Difficulté à trouver la mesure du fait du double impératif de tout commentaire. S'attacher de très près à la lettre du texte, faire travailler le texte lui-même, le serrer de très près à la virgule, et s'éloigner, s'écarter du texte pour le comparer à d'autres, pour prendre la mesure de la différence, afin de mieux isoler la spécificité du premier, et de mieux raisonner sur ces raisons, sur leur logique implicite ou explicite, ce qui suppose qu'on touche par certains développements à l'initiation. Risque 3, réduire le commentaire à une simple explication terme à terme, à une simple étude ordonnée. Il faut que tout commentaire conjugue explication et interprétation. Poser au texte les questions suivantes, c'est cela interpréter. Contre qui cela est-il dit? À qui répond-il? À quelles objections? À quelles interrogations implicites? Quels effets? Quelles sont les visées illusoires que l'auteur attend de ce qu'il a dit? Dans quel ordre? Théorique, pratique? À quoi sert toute cette machinerie philosophique qu'est un texte? Tout cet agencement sémiologique? Quels sont les enjeux de tout ce montage philosophique? C'est le problème de l'appareil textuel. Et interroger enfin comment le texte est mis en perspective et quel est son intérêt philosophique.